Merci Chuck. Nous allons donc maintenant, la séance est ouverte aux questions du dernier orateur, bien entendu, mais aussi à l'ensemble des orateurs et des communications de ce matin. Je vous rappelle rapidement que depuis ce matin, depuis 9 heures, nous avons très largement balayé toute la question, enfin tout l'ensemble du champ des questions du traitement, enfin liées au traitement de la dépendance aux opiacés, en partant donc de la communication de Martha Thorens d'une vue générale sur les différents outils médicamenteux disponibles, et puis ensuite en faisant des focalisations sur la méthadone, sur la buprenorphine, les différentes formes de buprenorphine, les questions d'accès aux soins, de modalités d'accès, les questions de sûreté, de sécurité, de diversion. Et puis, dans cette dernière communication, la question un peu négligée, c'est vrai, on doit le dire, ces dernières années, de la place des antagonistes dans les outils thérapeutiques. Donc, évidemment, il y a, j'imagine, quantité de questions, beaucoup de choses à débattre. Hier soir, un certain nombre étaient frustrés de ne pas pouvoir discuter, mais là, nous avons un petit peu de temps pour discuter. Et comme, voilà, 10 minutes, me dit l'horloge suisse, mais le grand programmateur Jean-Pierre Doloued me signale que comme l'horloge basque est un peu décalée, éventuellement, et que comme... Et après, il y a une espèce d'autocontrôle, puisque la session d'après, c'est 1h30 de déjeuner, et donc, en fonction des motivations individuelles et collectives, nous pouvons déborder sur le déjeuner ou pas. Voilà. Questions. Oui. Donc, questions, commentaires sur l'ensemble des communications. Une question super rapide à Chuck. Le dépôt, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est une injection retard comme un neuroleptique ou est-ce que c'est un film? Oui, c'est une injection qui doit être dans le muscle, ce n'est pas dans le cellule adipose, mais ça dure, et c'est absorbé pendant 30 à 40 jours. En Russie, il y a une autre formule qui dure même 6 mois. Mais avec un piqûre, ça marche bien pour 30 à 40 jours. Voilà. Levez la main, voilà, comme on ne vous voit pas. Voilà, madame. Es una pregunta, yo creo que la puedo hacer en español para el profesor O'Brien, pero sí, también un poco la mesa. El profesor O'Brien hablaba de... Un momento. Uy, ok. Oui. Es una pregunta para el profesor O'Brien, pero puede ser respondida también en algunas cosas por más gente. El profesor O'Brien creo que hablaba de una tasa de adherencia en la naltrexona de POT mayor, evidentemente, que en la naltrexona por vía oral. La adherencia ya no depende del paciente, tiene la inyección puesta, ya no tiene que hacer un gesto diario de tomar la medicación o cada 3 días. Entonces se ha hablado mucho de la adherencia, no solo para la naltrexona, sino también para el tema de los antirretrovirales. Y yo echo en falta un poco toda la cuestión psicológica del trabajo con el cambio de comportamiento. ¿Ha habido alguna comunicación que ha hablado algo sobre la importancia del counseling? Pero me parece que se va tendiendo como a medicaciones caras, naltrexona de POT, y hay un trabajo psicológico con el cambio de conducta fundamental. Y le quería preguntar al profesor O'Brien, que él ha puesto una diapositiva que ponía tratamiento psicosocial, pero no habló nada del tratamiento psicosocial. ¿A qué le llama psicosocial? ¿Al trabajo con el cambio de conducta real o a un consejo de no te inyectes cuando sales de la prisión? Gracias. Je suis complètement d'accord. Le traitement comportemental est très important. Avec nos patients, nos élèves, les résidents, les étudiants, ont toujours dit que c'est nécessaire d'avoir le counseling, quelque chose de psychologique, et le counseling on préfère, et le counseling comportemental, par exemple, cognitive behavioral therapy, ça marche très bien avec la pharmacologie.
Et c'est la même chose pour l'injection de longue durée. Et aussi, en Amérique, la forme de counseling qui est le plus connu, le plus répandu, ça c'est l'alcoolique anonyme. Et il y a des gens qui pensent que les médicaments bloquent les effets de counseling. C'est complètement faux, absolument faux, mais c'est une idée fausse que je rencontre toujours. Mais non, il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'antagonisme entre le psychosocial, l'alcoolique anonyme et toutes les formes de counseling. Ça marche très très bien. Et si un patient est intoxiqué, c'est impossible de prendre les effets de counseling. Donc il faut avoir des patients qui sont normaux et avec le vrai et correct usage de pharmacologie, on peut changer des patients qui sont normalement intoxiqués et ils ne peuvent pas toucher avec le counseling. Marta, ¿quieres un comentario? In español? No, I agree absolutely with what Kisai said, but I can understand the question perfectly because psychosocial is less, usually the problem is that I think it's much more difficult to do the same psychosocial treatment. It's less possible to control that all the people is doing the same treatment. Then it's easier to know the efficacy of a pharmacological treatment. It's much easier. This is one of the problems of the psychosocial treatment, that it's very difficult to do the same different teams and to control the effect. I think this is the most important thing. Because I have that, I want to do a question. Yes. Because most of us are involved. We had very bad experience with naltrexone or with oral naltrexone before we stayed with agonist treatment. Then I know that intramuscular is another thing and is once per month. But the question is, some of my colleagues have said that in prison, more than 7%, the possibility to be injected, to be hepatitis C positive is 7 times more than in general population or at the street in the USA. Then naltrexone to give naltrexone, you have to have your liver in good conditions. In the opposite, methadone has not a problem, or buprenorphine has not a problem with hepatic disease. Then why not give agonist treatment in prison with the more problematic patients? Just in prison. I can understand the problem with the medicines, of course, but it's another population very different. Oui, je suis complètement d'accord. Il y a une étude qui a été faite en Baltimore récemment qui commence le méthadone dans la prison et ça marche très très bien. Les gens qui commençaient le méthadone avant relâcher dans la communauté, ça marchait très très bien. Et maintenant, il fait la même chose avec le naltrexone. Et une autre chose, je dois dire, quand j'ai le micro, et l'idée que le naltrexone est mauvaise pour le foie, c'est faux. C'était quelque chose qui était un accident dans les années 70, quand ils pensent qu'essayer avec le naltrexone pour l'obésité. Et il y a des gens qui reçoivent 350 mg de naltrexone et le taux de les enzymes augmente. Mais ce n'est pas un dosage normal. Mais c'était très difficile parce que j'étais moi qui essayais d'avoir
l'analtrexone approuvé pour l'alcoolisme. Et la compagnie, la pharmaceutique ne veut pas. Donc il dit, OK, je prends la boîte noire pour avertir contre les dommages pour le foie. Mais ce n'était pas nécessaire. Et je pense que cette boîte noire sur les instructions pour l'analtrexone est faux, mais malgré ça continue depuis des années. Mais c'était un problème parce que les pharmaceutiques ne veulent pas fabriquer les médicaments pour l'addiction. Ils pensent qu'il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez rentable. Mais en fait, en Amérique, avec la nouvelle assurance, peut-être ça va changer. Mais c'était très difficile de convaincre le pharmaceutique d'enregistrer l'analtrexone. Et c'est la même chose pour tous les autres médicaments pour les addictions. Merci. Oui. Bonjour, j'aurais une question, merci déjà pour toutes vos présentations qui sont passionnantes. J'aurais une question sur la pharmacologie des opiacés, plus particulièrement de la morphine libération prolongée. Donc on sait en France qu'elle n'est pas reconnue comme TSO, mais qu'elle peut être prescrite sous certaines dérogations. Nous travaillons dans une région où il y a énormément de détournements, de mésusage par injection de la morphine libération prolongée, le Skenan, avec des problèmes de tolérance qui sont très, très, très augmentés. Des patients qui prennent 3-4 grammes de morphine par jour, dont on a beaucoup de mal après à les équilibrer avec la méthadone. Et j'aurais aimé connaître un peu vos avis sur la morphine à libération prolongée comme TSO. Et d'autre part, si le fait d'injecter la gélule change la pharmacologie et change la tolérance. Est-ce que si on injecte la gélule, on a plus de tolérance et on va augmenter les doses ou pas? Est-ce qu'on voilà, c'est un peu pour avoir vos avis. Merci. Je dois parler en español. Nuestra experiencia con la morfina de liberación retardada es cuando cambiamos al paciente de metadona a dosis altas a la morfina de liberación retardada. El cambio es fácil porque tú estás dando un medicamento, das otro, ya hay tolerancia opiácea y no se desarrolla más tolerancia. Es un cambio de una dosis de un mórfico por otra. Y en nuestra experiencia, nosotros en nuestro centro en este momento tenemos alrededor de 25 pacientes, 25, sí, que tuvimos que cambiar, siempre fue por la prolongación del QTC en pacientes con dosis altas de metadona que estaban a más de 100, 150 miligramos y no ha habido ningún problema. Y lo pueden tomar 2 veces al día como mucho, por la mañana cada 12 horas si no llega. Nuestra experiencia es absolutamente positiva y creo que es una muy buena alternativa. También es verdad que en España la legislación lo permite. En España están aprobados todos los medicamentos se pueden dar todos los opiáceos se pueden dar para el tratamiento de la dependencia de opiáceos. Una ley que fue ya en el 85. No hay problema. ¿Y el détournement? ¿Détournement? Mauvais usage de ces patients qui prennent. No, no tenemos. De momento no hemos tenido problemas. También es verdad que son pacientes que son de larga evolución, que están en tratamiento de mantenimiento desde hace años, que a medida que se han ido haciendo mayores y tienen que ir haciendo otros medicamentos, se ha ido complicando, eso que decía, se ha ido complicando el tema del ritmo cardíaco, pero son pacientes controlados que siguen totalmente controlados. Una población especial, pero con muy buena... Y son pacientes que no podíamos pasar a buprenorfina, son pacientes que no podemos pasar a nada más. D'autres questions? Oui, madame. Docteur Kouba de Toulouse. Donc j'ai 2 questions. La première pour le professeur O'Brien par rapport à la naltrexone, puisqu'il m'arrive ponctuellement de l'utiliser. Et je voulais savoir, alors vous avez parlé tout à l'heure d'un patient qu'il avait prise pendant 18 ans.
quelle est la durée minimale, si je puis dire, pendant laquelle on doit donner ce traitement? Est-ce que vous pouvez nous préciser? Il y a très peu de données concernant les patients moins de 18 ans. Jusqu'à présent, il n'y a pas de toxicité, il n'y a pas de problème. Toujours avec les hormones, parce que la naltrexone est une espèce de hormone, ça gère sur le système endocrin. C'est peut-être un problème quand ils sont en train de maturer, mais il n'y a pas de données concernant ça. Et on a donné pour les alcooliques adolescentes des médicaments naltrexone, ça marchait très bien. Le problème est que la plupart des jeunes gens ne veulent pas être traitement parce qu'ils pensent qu'ils peuvent se couper eux-mêmes. Et ça, c'est donc le problème est la motivation. Mais pharmacologiquement, la naltrexone marche bien. Alors, la deuxième question, c'est au sujet de l'étude Métaville. Donc, je voulais savoir si les résultats que vous avez présentés étaient significatifs, mais est-ce qu'il n'y a pas un biais important par le fait que les médecins généralistes sont formés juste avant l'étude, avant d'inclure les patients? Et bon, effectivement, ça pose la nécessité de former de façon assez large des médecins généralistes. Et par ailleurs, le fait que les médecins qui participent sont très près des centres, donc certainement dans des grandes villes. Est-ce que ça répond aux besoins que l'on a à l'heure actuelle, qui se situent plutôt dans les zones isolées et les milieux ruraux où les patients n'ont pas le même accès au traitement de substitution? Je vous remercie beaucoup pour me poser cette question parce qu'en fait, je trouve que c'est très important. Nous avons essayé dans Métaville d'avoir dans l'étude les médecins qui vont un jour primo-prescrire la méthadone. C'est exactement le profil des gens qui vont primo-prescrire. Donc ça ne sera pas comme pour la buprenorphine, que tous médecins généralistes pourront primo-prescrire la méthadone, mais ce sera des médecins qui sont formés, motivés, et pour initier la méthadone. Donc nous avons essayé d'être plus proche possible à la réalité qui va être pour éventuellement le changement de l'AMM. Et donc ça, c'est très important. Donc, ce n'est pas le biais, au contraire, c'est vraiment d'être adhérent à ce qui va être la réalité future. L'autre chose, c'est par rapport à la représentation. Donc, en fait, il y avait aussi des zones rurales qui étaient représentées, parce qu'il y avait des centres et il y avait des médecins à côté. C'est vrai que après, quand une fois que ce sera disponible, je ne vois pas d'inconvénient. La chose importante, que les médecins soient toujours liés à un centre de soins à travers un network, un réseau. C'est très important. C'est toutes les expériences étrangères qui ont permis d'assurer la sécurité étaient fondées sur ces principes, sur ce qu'on appelle en anglais les shared care model, c'est-à-dire le pharmacien, le médecin, le centre de soins, et aussi les patients qui jouent un rôle important dans cet ensemble. Un commentaire de l'État qui a priorité par nécessité. L'État, c'est moi, c'est Nathalie Richard de l'ANSM, c'est nous tous. Bien, juste une précision sur ce point Métaville, dont j'ai déjà parlé hier dans l'introduction, mais évidemment, tout le monde n'était pas là. J'ai dit que nous travaillons actuellement prioritairement sur cette question, et évidemment, il y aura des critères pour que les médecins puissent, en tout cas dans un premier temps, tout ça c'est évidemment soumis à évaluation, etc., puisse primo-prescrire de la méthadone. Il y aura 3 conditions. Ce ne sont pas des conditions formelles que je donne là, mais pour donner une indication à ce congrès. D'abord, c'est qu'ils soient volontaires, première chose. Deuxième chose, c'est qu'ils aient une formation. Or, j'apporte une précision. La formation, elle sera un peu plus longue que celle qu'il y avait eu là, qui était une demi-journée, si je ne me trompe. Pardon ?
Une journée, ok. En tout cas, qui sera un peu plus longue, puisque là, il y avait vraiment des médecins très motivés qui connaissaient déjà bien Je rappelle que les médecins, actuellement, peuvent déjà prendre la suite des prescriptions, comme vous le savez tous ici, prendre la suite des prescriptions de méthadone. Donc la question porte surtout sur l'induction. Deuxième condition. Et troisième condition, c'est d'être lié d'une manière sans doute un peu plus formelle avec un centre de soins. Il y a une image que nous utilisons, je ne sais pas si ça sera exactement sous la même forme. Les médecins qui pratiquent des IVG médicamenteuses en ville sont obligatoirement liés par convention avec un établissement de santé, mais là ça pourrait être avec un XAPA, au cas où il y a un problème soit d'orientation, soit des complications, etc. C'est une image, hein. Je ne dis pas que ce sera exactement la même chose, et je parle sous le contrôle en plus de Nathalie Richard, mais bien évidemment nous nous posons des questions, notamment celle de savoir si une plus grande accessibilité à la méthadone ne pose pas aussi des problèmes de sécurité accrus, comme on a pu le voir, bien que la situation n'est pas la même que celle des États-Unis, où une grande partie des prescriptions de méthadone sont des prescriptions antidouleurs. Très bien, merci pour ces précisions effectivement importantes. Alors, oui, il y a une question en haut. Béatrice Tamboul. Donc c'est pas vraiment une question, parce que je voulais répondre à la collègue qui a parlé du sulfate de morphine tout à l'heure. Je n'ai pas identifié qui c'était, mais... Elle était un peu plus haut. D'accord. Donc toutes les questions qu'elle a posées sont des questions extrêmement intéressantes pour lesquelles il n'y a pas énormément de réponses. Je suis pas sûr. Les réponses de notre collègue espagnol sont peut-être pas tout à fait appropriées, parce que je pense pas qu'on ait le même type de scannant, enfin, on est de sulfate de morphine que les Espagnols. Nous, c'est 2 fois par jour, hein, donc c'est un artifice galénique particulier, etc. Donc les équivalences sont peut-être pas les mêmes. Maintenant, on est dans un système qui est assez difficile pour les professionnels, parce qu'effectivement, on pense qu'il y a un petit nombre d'usagers en France qui peuvent bénéficier de ce type de prescription. On a un système qui est extrêmement bizarre, puisque je crois que la plupart d'entre vous savent que ça tient sur une circulaire d'un ancien directeur général de la santé de la fin du XXe siècle. Donc c'est vrai que ça nécessiterait d'être revu, réactualisé, puisque ça dépend en fait du bon vouloir des praticiens conseillers de la sécurité sociale, ce qui fait que beaucoup d'entre eux ne sont même pas au fait de ce genre de particularité. Quant à la façon dont ça pourrait être utilisé de façon rationnelle, dans la mesure où on n'a pas d'AMM, on n'a aucune preuve, enfin on n'a pas travaillé du tout la question des posologies adéquates, des dommages, etc. Donc je pense qu'au regard de ce qui se passe dans d'autres pays où ça fonctionne, semble-t-il, très bien, ça nécessiterait tout à fait que les autorités compétentes s'emparent du problème et nous donnent des réponses de façon à ce que nous puissions travailler de façon bien cadrée, quoi. Très bien, merci. Donc, si j'ai bien compris, un message aux autorités présentes. Alors, oui, l'agence de médicaments veut parler. Puisque, effectivement, là, le sujet, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre, mais qu'il y aura toujours, mais que l'on doit essayer de raccourcir, entre les données scientifiques, d'un côté, ce sur quoi Martha Thorens s'appuyait, et puis la volonté des cliniciens et de leurs patients, à partir du moment où ils ont accès à ces données scientifiques, et aujourd'hui avec Internet, on a de plus en plus rapidement le clinicien de base et le patient de base ont accès à ces informations, et la traduction suivant les codes nécessaires de réglementation, de cohésion réglementaire de chaque pays pour la mise en pratique. Et là, il y a un décalage qui implique les autorités de santé, évidemment, les réglementations, mais aussi
les investisseurs et les propriétaires des molécules. Oui, juste une précision par rapport à ça. L'utilisation des sulfates de morphine comme traitement de substitution, c'est effectivement quelque chose qui avait été revu assez récemment par notamment la FSAPS, la NSM à l'époque. Et c'est vrai qu'en fait, on se heurtait tout simplement au fait, les autorités sanitaires et la NSM n'étaient pas opposées à l'utilisation des sulfates de morphine dans un cadre de substitution. Par contre, le souci, c'était qu'effectivement, en France actuellement, on n'a aucun laboratoire, ni même en Europe, aucun laboratoire qui ne dépose de demande d'autorisation de mise sur le marché pour un sulfate de morphine dans un cadre de substitution. Donc de toute façon, par rapport à ça, les laboratoires avaient même fraidé des quatre fers en fait, quand on voulait modifier éventuellement certaines choses dans l'AMM. L'opposition était totale de la part des laboratoires également. Et ça, c'est effectivement une difficulté auquel le professeur O'Brien faisait référence par rapport à la naltrexone. On est dans un champ où il y a une vraie difficulté, en fait, je pense, pour notre discipline, hein, pour le champ des addictions, qui est par rapport d'une ambivalence très importante que nous avons collectivement vis-à-vis de l'utilisation d'outils pharmacologiques. Alors peut-être cette ambivalence, elle est due au fait que, oui, elle est due au fait que l'histoire de notre discipline nous a fait penser que les problèmes étaient focalisés sur les agents pharmacologiques, mais en France, on sait, depuis la loi de 2002 et la mise en place d'Exapa, que ce ne sont pas les substances qui posent problème, mais le comportement addictif, la perte de contrôle, et qui n'est pas spécifique des substances, mais s'étend aussi aux addictions sans substance. Et on voit aujourd'hui comment la constitution d'Exapa, le fait de permettre aux professionnels de se décentrer des différentes substances, leur permettent de tout de suite voir qu'ils sont plus à même à prendre en charge les addictions sans substance. Hein, et c'est l'expérience de tous les XAPA. Du coup, on a une espèce d'ambivalence vis-à-vis de l'utilisation de médicaments qui sont aussi des agents pharmacologiques et souvent des mêmes classes des produits utilisés par les personnes. Et donc, il y a une très forte ambivalence de l'industrie, ça c'est incontestable, hein, puisque nous avons tous l'histoire de l'introduction de médicaments dans ce champ est toujours fait de péripéties, et une difficulté aussi pour, finalement, si je synthétise un petit peu tout ça, il y aurait un souci, peut-être qu'il faudrait montrer une agence pour attirer les industriels du médicament dans notre champ. Hein, et parfois, parfois avec la difficulté pour certains toutes petites compagnies qui investissent, de se retrouver un peu pris entre les gros qui n'osent pas y aller et puis les autorités et les professionnels qui se disent mais est-ce qu'un agent pharmacologique est un outil thérapeutique ou au contraire un produit dangereux? Voilà, je m'excuse de ce commentaire, mais il me semble que c'était Didier. Pour prolonger ce que tu viens de dire, on peut toujours voir les problèmes par le mésusage, bien entendu, c'était une des questions. On peut aussi voir les problèmes de façon positive. Et la façon positive de voir les sulfates de morphine, c'est la méthadone entraîne un allongement du QT. Il est indispensable à ce moment-là d'interrompre la méthadone et de mettre des sulfates de morphine. Ça ne se discute pas. Et les médecins conseils acceptent très facilement de le faire. La méthadone a des interactions médicamenteuses avec les antirétroviraux. Les patients ont besoin de pièces C et on passe sous sulfate de morphine. Et enfin, la rotation des opioïdes, qui est la méthode pour traiter les problèmes de douleur, doit pouvoir se faire normalement pour des usagers de drogue qui sont stabilisés et qui peuvent aussi changer d'opiacé parce qu'ils ont des problèmes de douleur chroniques à traiter et ça ne doit pas poser plus de problèmes que ça. Donc la question est relativement simple. À partir du moment où on se pose dans une indication médicale, les XAPA doivent être médicalisés avec des médecins compétents, et à partir de là, les médecins compétents doivent pouvoir prescrire ce qui est utile pour leurs patients. Malheureusement, on voit comme souvent, plus ça avance finalement, plus la discussion rentre dans des choses beaucoup plus délicates, hein, en même temps beaucoup plus importantes. Cependant, l'horloge basque
a rattrapé l'horloge suisse et je suis rappelé à l'ordre par rapport au temps. Et donc, nous devons absolument nous arrêter. Et je vous propose donc, je vous encourage à vous joindre à moi pour remercier l'ensemble des orateurs, mais aussi des traducteurs, puisque cette session a utilisé à la fois le français, l'anglais, l'espagnol, et les traducteurs qui acceptent nos débordements de temps, ce qui n'est pas une bonne chose pour leur santé, leur performance au long cours. Voilà, merci de vous joindre.